Les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Je me suis perdu là, excusez-moi. Votre point ? Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs. C'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être fidèle au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland, Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Mera. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors émission ce matin très très largement consacrée au droit de l'espace. De l'espace, de quel espace ? De l'espace cosmique, de l'espace extra-atmosphérique. Et pour nous en parler, on a la chance d'avoir avec nous deux invités. Jacques Arnoux, donc expert éthique au CNES, donc le Centre national d'études spatiales, et Julien Mariez, chef du service juridique entreprise au CNES. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, à qui appartient l'espace ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Drôle de question que beaucoup d'entre nous ne nous sommes en vérité jamais posée. Est-ce que l'espace appartient à tout le monde ? Est-ce qu'il n'appartient à personne ? Les États sont-ils libres d'y mener les activités qu'ils souhaitent ? Peut-on s'approprier des étoiles, des corps célestes, des bouts de lune ? Des questions plus que jamais d'actualité avec le New Space et l'arrivée de nouveaux acteurs dans le spatial. On pense à SpaceX, fondé par le milliardaire Elon Musk, et ses fusées réutilisables, Blue Origin, créé par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui souhaite abaisser le coût d'accès à l'espace, ou encore Deep Space Industries, qui entend explorer les ressources minières de l'espace. Miner les astéroïdes, ces débris rocheux qui contiennent de l'eau et des métaux, certains très rares, voilà la solution toute trouvée pour pallier l'épuisement des ressources terrestres. Mais et le droit dans tout ça ? Alors, pour commencer, j'avais envie de parler un petit peu peut-être d'histoire, c'est-à-dire le droit de l'espace, de quand ça date, quand est-ce qu'il est né ? Alors peut-être Julien Mariez ? Oui. Alors le droit de l'espace, il est de création relativement récente, du moins à l'échelle de l'humanité, puisqu'il s'est développé concomitamment au développement des activités spatiales elles-mêmes. Donc vous avez eu Spoutnik en 1957, et à la suite de Spoutnik, les États ont décidé de lancer des travaux de développement du droit de l'espace, donc dans le cadre de l'ONU. Donc l'ONU a créé en fait un comité dédié aux affaires spatiales qui s'appelle le COPUOS en anglais. Son acronyme le plus connu, c'est QPEA en français, mais tout le monde utilise COPUOS. Et donc ce COPUOS, en fait, a été l'organe d'élaboration du droit de l'espace international. Et la première réalisation de ce comité, ça a été le traité de l'espace en 1967. Et en fait, quel était l'objectif vraiment initial ? C'était quoi ? C'était d'éviter que l'espace devienne un lieu de conflit ? Alors c'était un des objectifs fondamentaux, effectivement, puisque à l'époque, évidemment, il y avait ce conflit latent entre les deux grandes puissances qui étaient l'URSS et les États-Unis. Et il s'agissait pour ces deux puissances d'éviter d'exporter dans l'espace ce conflit. Et donc c'est pour ça que le traité de l'espace pose le principe fondamental d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Mais les traités poursuivaient aussi d'autres objectifs. Le premier d'entre eux, c'était lié en fait à l'incertitude du vainqueur de la course à la Lune. Puisque, vous le savez, les deux États en question étaient lancés dans une course à la Lune dont on ne savait pas qui serait le vainqueur au final. Et donc, en raison de cette incertitude, les deux États ont décidé qu'il fallait éviter que le premier d'entre eux puisse s'approprier la Lune et puis les autres corps célestes. Et donc, a été adopté dans le traité le principe cardinal de non-appropriation de l'espace et des corps célestes. Et la troisième raison que je mentionnerai, qui a rendu vraiment nécessaire cet encadrement juridique, eh bien, c'est le fait que les activités spatiales étaient, et demeurent encore aujourd'hui, des activités à risque. Et les États survolés, par les premiers lanceurs, voulaient disposer d'un régime de responsabilité protecteur. Si jamais un lanceur ou un satellite s'écrasait sur leur territoire et créait un dommage, il fallait que ces États et leurs nationaux puissent exercer un recours et obtenir une indemnisation de la part des États de lancement. Et donc c'est pour ça que les traités ont mis en place un régime de responsabilité très protecteur pour les personnes au sol. D'accord. Et donc trois grands principes: libre accès, non-appropriation de l'espace, et puis principe de non-arsenalisation. Tout à fait. C'est ça. Et est-ce que toutes les grandes puissances spatiales de l'époque ont signé finalement ce traité, donc qui date de 67 ? 67. Alors ce traité fondateur, effectivement, a été
largement signée et ratifiée par les États, notamment par les puissances spatiales. Les États-Unis, l'URSS, la France, la Chine, le Japon, tous les États ont rapidement adopté ce traité et donc se sont trouvés liés par ces dispositions. La postérité de certains autres traités qui ont été adoptés consécutivement au traité de l'espace a été plus incertaine. On pense notamment au traité sur la Lune et les autres corps célestes, adopté en 1979, qui lui, en raison de certaines dispositions qui n'ont pas été jugées acceptables par certains États, a été relativement peu signé et ratifié par les États. Il faut peut-être revenir un petit peu sur cette question du traité de la Lune, parce que pourquoi il a été nécessaire, finalement, d'ajouter un texte supplémentaire, sachant que déjà, on avait dit non-appropriation de l'espace. Pourquoi il a fallu rajouter un texte sur la Lune, plus spécifiquement ? En fait, cet accord sur la Lune, déjà, il visait à développer les dispositions générales de l'espace, et instaurer un régime permettant les activités sur la Lune. Activités de recherche, évidemment, avec la liberté pour les États d'explorer et d'utiliser la Lune, liberté d'installer des bâtiments de recherche, interdiction formelle de tout type d'armement sur la Lune, ce qui est important. Et puis, l'accord sur la Lune, en fait, prévoit aussi quelque chose de fondamental qui est un statut juridique de la Lune et des corps célestes. Et ce statut, c'est le statut de patrimoine commun de l'humanité. Et de ce statut découle un régime d'exploitation des ressources lunaires extrêmement, alors, on va dire original, dans le sens où il est, on va dire, d'inspiration limite collectiviste. Et évidemment, ce régime international collectiviste, entre guillemets, a suscité des réserves très fortes de la part de certains États, en particulier des États-Unis. C'est un peu étonnant, enfin ça peut sembler étonnant parce qu'on était en 79 et déjà certains États freinaient un petit peu et ne souhaitaient pas ratifier ces textes sur la Lune alors qu'il n'y avait pas d'exploitation vraiment concrète. Oui, en fait, ce qui est assez effectivement étonnant, c'est que les États-Unis étaient finalement à la baguette. C'est-à-dire que c'est eux qui ont tenu la plume de l'accord sur la Lune. C'est eux qui ont pas dire qu'ils l'ont rédigé intégralement, mais qui étaient réellement meneurs sur le sujet. Et d'ailleurs, l'accord sur la Lune a été ensuite approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'unanimité. Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite que les États expriment leur consentement à être liés par cet accord en le signant et en le ratifiant. Mais dès que l'accord a été finalisé, les États-Unis ont dit « on ne le signera pas ». Est-ce que les autres grandes puissances spatiales l'ont signé ? Très peu, en fait. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a une quinzaine de ratifications de l'accord, et ce sont des États qui sont, sans leur faire injure, pas des États forcément spatiaux. Parmi les plus significatifs, on trouve les Pays-Bas ou la Belgique, mais ni les États-Unis, ni la Russie, ni la France, même si la France est un peu différent, ni la Chine, ni le Japon ne l'ont signé et ratifié. La France est différente parce que la France l'a signé, curieusement, dans la foulée de la finalisation en 80. La France a signé l'accord sur la Lune, mais ne l'a pas ratifié. Et donc, en droit, seule la ratification vous confère la qualité de partie à un traité et vous rend lié par ses dispositions. La signature ne suffit pas. Même si la signature en droit international confie certaines obligations à l'État qui y a procédé, mais en tout cas, l'État français n'est pas formellement partie à l'accord sur la Lune, même s'il l'a signé. Et Jacques Arnoux, sachant qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'exploitation effective de la Lune et des autres corps célestes, pourquoi finalement ça pose problème jusqu'à présent ? Il n'y avait pas de souci par rapport à tous ces textes. Pourquoi poser problème ? Parce que de fait, on peut lire l'histoire différemment et se dire que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années entre 67 et 79 pour qu'il y ait à la fois une prise de conscience collectiviste, comme dit Julien, et qui peut être un peu surprenant, et en même temps une certaine réticence de la part des grands acteurs spatiaux. Je pense que ça fait partie des paradoxes de la place de l'espace occupée par les techniques spatiales et l'aventure spatiale de notre société. C'est que d'un côté, 67, on voit encore la Lune de très loin. 68, ça y est, il y a des hommes qui tournent autour de la Lune
et qui, ce faisant aussi, c'est une histoire parallèle, mais parallèle à l'exploration de l'espace, voit la Terre différemment. Et ça vient, ces célèbres images, on va nous montrer cette année en 50 ans après 69, le lever de terre, la belle bille bleue, toute cette prise de conscience, enfin, cet apport du spatial à la prise de conscience écologique, environnementaliste. Nous sommes sur un vaisseau spatial et ce vaisseau est limité dans ses ressources, etc., etc. Donc, une prise de conscience, une forme de globalisation, une prise de conscience que nous avons peut-être besoin de gérer de manière commune nos ressources qui sont limitées. Donc ça peut expliquer une partie de cette inspiration collectiviste. Je pense que c'est pas l'explication essentielle, mais c'est celle que j'apporterai volontiers à la table aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, même si après l'émission Apollo, tout ne s'est pas tout à fait déroulé comme les grandes puissances le pensaient en termes d'exploration, ils ne sont guère allés plus loin que la Lune, quand même, il y a toujours la tendance aussi, qu'est-ce que nous, comme État, nous allons pouvoir en tirer, enfin, comme ressources et une certaine forme de... Voilà, je pense que c'est je dis pas une lutte, mais une tension entre, d'une part, une approche plutôt globalisante, plutôt collectiviste, et d'autre part, eh ben aussi le fait de vouloir tirer profit de ce qui va se passer, au moins en termes d'État. On n'est pas encore en train de penser d'entreprise privée, ça arrive plus tard. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant, cette tension ? Même avant, enfin, lors de la signature, la préparation du traité de l'espace, comme l'a très bien dit Julien, c'était quand même aussi une période de tension, puisqu'il y avait la course à la Lune, la compétition, et de l'autre côté, un traité qui dit libre accès, non-appropriation. Il y a la course à la Lune avec une compétition, et au début, Kennedy va proposer, et même d'autres pays vont proposer de collaborer, de coopérer avec l'Union soviétique, avec d'autres pays. Donc, est-ce que c'est tellement étonnant qu'il y ait présent au même moment des tendances relativement, non pas contradictoires, mais quand même légèrement opposées, et en même temps, c'est en fonction du moment, c'est l'une ou l'autre qui s'exprime dans un traité. Alors aujourd'hui, le contexte a un petit peu changé, et on va entendre un extrait assez éloquent, justement, sur les conditions actuelles d'exploration de l'espace, ou en tout cas les ambitions actuelles. What will tomorrow look like? Our world is at its limits. And yet we all want more. And why not? Why shouldn't the future be better than today? But where will it come from? Simple. Our tiny planet sits in a vast sea of resources, including millions of asteroids, bathed in the sun's free energy 24 hours a day. The same rocks that could fall from our skies also contain everything we could ever need, both out there and down here. It's time someone seized the opportunity. Deep Space Industries. Deep Space is a C'est le spot publicitaire en entier parce qu'effectivement il est en anglais. Donc c'est un spot de la compagnie Deep Space Industries que je vous invite d'ailleurs à aller regarder dans son intégralité sur YouTube. C'est assez éloquent. Alors ce spot il parle d'astéroïdes qui sont présents par millions, qui pourraient fournir toutes les matières premières dont nous avons besoin, donc de l'eau, des métaux, etc. Et du platine notamment pour ce qui concerne les métaux. Et le projet semble un peu fou, un peu futuriste. Néanmoins, ce sont des questions que le droit de l'espace doit étudier aujourd'hui, celle de l'exploitation des ressources spatiales. Jacques Arnaud ? Je me posais une question en écoutant le spot publicitaire. Est-ce que c'est cette entreprise qui est entre autres cofondée par James Cameron ? Ou est-ce que c'est l'autre grande industrie Donc, en tout cas, entre Deep Space... Je crois que c'est l'autre, parce qu'il y en a une qui a été en forte difficulté financière. C'est effectivement pas celle-là, celle-ci. Voilà, alors, mais je trouve intéressant juste de noter que, en tout cas, l'une des deux grandes industries du New Space, donc, et qui se propose d'exploiter les ressources minières de l'espace, a été et cofondée par le réalisateur du film Avatar. et donc, il y a comme un lien entre la fiction et la réalité, ou la réalité future, puisque c'est ce qu'ils nous promettent. Et quand on écoute ce spot publicitaire, alors, je ne sais pas ce que ça donne à l'image, mais j'imagine que il y a plein de relents de science-fiction aussi, parce qu'ils sont en train de nous proposer un futur. Donc, on est aussi dans une forme de fiction. Donc, à côté des aspects juridiques, il est toujours intéressant de voir un peu l'arrière-fond culturel. Et ma question, elle est, est-ce que James Cameron, alors quelle que soit l'entreprise qu'il soutient, va-t-il appliquer, sinon le droit, du moins le comportement, lequel des deux comportements qu'il développe dans Avatar ?
D'où l'importance du droit. Ça, je relance la balle à mon collègue. Oui, Julie Mariez, elle vous fait réagir, cette... Déjà, elle me fait réagir parce que Deep Space Industries est actuellement en difficulté, il faut le dire. Ils sont fait racheter, ou ils sont en passe de se faire racheter par une autre entreprise américaine qui ne fait pas du tout de spatial. Et donc, on craint. En tout cas, on peut anticiper le fait que ce pionnier, quelque part, de la conquête des astéroïdes ne mette la clé sous la porte, ou du moins change drastiquement d'activité assez rapidement. Et c'est aussi le cas d'ailleurs de son, pas concurrent, mais de l'autre pionnier américain, qui s'appelle Planetary Resources, oui, c'est ça. Qui était, je crois, fondé en tout cas soutenu par Google à l'origine, et qui s'est également fait racheter l'année dernière par une autre société américaine qui fait de la blockchain, je crois, donc rien à voir, et qui, a priori, va réorienter son activité sur un autre secteur. Donc exploiter les ressources spatiales, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Le problème, il est bien connu. Le problème, il est technico-financier. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir technologiquement aller là-bas, exploiter, utiliser les ressources qui sont extraites, et le tout dans des conditions financières abordables. Le problème aujourd'hui, c'est que on ne sait pas aller sur un astéroïde, l'exploiter à un coût raisonnable. Ce sont des investissements financiers, technologiques colossaux. Et le problème, c'est que ces pionniers américains ou autres, ils n'ont pas, je dirais, de perspective de ressources financières à court ou moyen terme. Donc les investisseurs potentiels, ils peuvent être aussi effrayés par le fait que la perspective d'exploitation est certes financièrement très prometteuse. Effectivement, si quelqu'un y arrive à y aller, c'est le jackpot potentiellement, mais encore faut-il le faire. Et d'ici là, il faut engager des sommes considérables pour développer les technologies qui permettent d'aller là-bas. Et donc, c'est un peu une quadrature du cercle à résoudre pour les opérateurs et industriels qui veulent s'investir dans le business. J'ai une question très naïve à propos de ces pionniers américains qui, j'imagine, ne sont pas des doux rêveurs. Ils ont évidemment conscience de ces enjeux, de ces investissements économiques colossaux. Pourquoi se lancent-ils dans l'aventure dans ce contexte-là ? Il faudra leur poser la question directement, mais je pense que ce que je vous disais, c'est que, en tout cas, les ressources spatiales, effectivement, potentiellement, comme vous l'avez dit, peuvent résoudre les problèmes de crise énergétique que l'on rencontre sur Terre. Et donc, je dirais, le premier opérateur qui arrivera à atteindre un astéroïde et à l'exploiter utilement aura des perspectives de marché, des perspectives financières gigantesques. Donc chacun espère être le premier, chacun espère pouvoir être le premier à lever les fonds suffisants. Mais aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et le fait est que, par exemple, notre ami Elon Musk, qui, pour le coup, est un vrai, je dirais, mordu de spatial, s'est pas encore lancé tout à fait dans ces activités-là, d'exploitation minière des corps célestes. Je pense que lui s'est rendu compte que c'était certainement assez encore, sinon hypothétique, du moins lointain. D'autant que ramener des ressources sur Terre, c'est pas l'objectif premier, je crois. Il s'agit dans un premier temps peut-être de fournir peut-être de l'énergie pour des vols spatiaux. Oui, tous les scénarios sont envisagés. Évidemment, ramener de l'énergie sur Terre, c'est une hypothèse. Mais principalement, c'est vrai que les industriels envisageraient d'utiliser les ressources spatiales pour permettre des missions spatiales, en fait. Donc construire des installations, des objets spatiaux dans l'espace à partir de ressources extraites des corps célestes. Je pense qu'il faut faire un petit retour quand même d'histoire, pas nécessairement très lointain, mais tout de même se rendre compte que c'est tout à fait normal ce qui est en train de se passer avec ce type d'industrie, de société. Ça s'est passé déjà 1000 fois dans l'histoire humaine, ne serait-ce que remonter d'un siècle. Il y a un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant et quelques mois, étaient lancées les premières compagnies aériennes, les premières lignes aériennes, juste après la Première Guerre mondiale. Il y a eu je ne sais pas des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais plusieurs entreprises qui, juste après la guerre, dès décembre, en l'occurrence, 25 décembre 1918, c'est la première liaison Toulouse-Barcelone, je crois, par les lignes aériennes Latécoère.
combien se sont cassées la figure? Quasiment toutes. Quasiment toutes. Et rares sont celles qui qui ont tenu la tête, parce que c'est extrêmement difficile. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'appareil, il y avait à peine des clients. Pour que, donc, ce premier démarrage difficile, pour que finalement naisse ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une industrie extrêmement florissante. Et cet esprit-là, qui est l'esprit, on pourrait dire, des pionniers, entre guillemets, mais on le retrouve chez un certain nombre d'acteurs du New Space, qui osent, c'est peut-être parce qu'ils sont plus de l'autre côté de l'Atlantique, qui osent y aller, qui osent mettre des moyens en se disant... Tant pis si c'est pas grave, on va tâcher de le réaliser. Et ça c'est assez connu aujourd'hui. C'est vrai que il s'agit pas de juger quoi que ce soit, mais il semblerait que nos amis américains se lancent plus facilement de ce genre d'aventure avec des millions de dollars. Et la seule chose qu'ils regretteraient, c'est de ne pas l'avoir fait. C'est pas d'avoir perdu des millions de dollars, c'est de ne pas l'avoir fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, on n'a pas nécessairement le même état d'esprit. Mais nous l'avions il y a un siècle. Moi, je pense que je citais Pierre-Georges Latécoère parce qu'il se trouve que c'est quelqu'un que j'ai un peu travaillé, que je trouve, il a exactement l'esprit d'Elon Musk. C'est impossible à faire, mais on va tenter de le faire. Et puis, en l'occurrence, il est un des rares à avoir tenu la route. Et aujourd'hui, Air France est en fait une petite fille des lignes aériennes Latécoère. Bon, alors, et on trouverait d'autres exemples dans l'histoire. Donc, on peut s'étonner, on peut s'interroger, et pourtant, il semblerait que c'est pas la première fois. Alors après, évidemment, pour y faire quoi? Donc vous l'avez cité. D'abord, pour un but d'exploration et non pas immédiatement un but économique, parce que c'est vrai que monter dans l'espace tous les moyens dont nous avons besoin pour explorer le système solaire depuis la Terre, c'est extrêmement coûteux et c'est quand même limité. Pourquoi ne pas utiliser les ressources de l'espace elles-mêmes? C'est ça qui est mis en avant. La question, c'est après, est-ce que nous avons les moyens financiers et techniques de mettre ça en œuvre rien que pour l'exploration spatiale? D'où l'idée que on peut peut-être aussi en profiter pour faire du business plus classique et de ramener ça sur Terre. Mais c'est encore plus compliqué et c'est encore plus loin. Alors, comme dit Julien, le premier qui arrivera à le faire, ce sera le jackpot. Peut-être même pas pour lui, si on regarde l'histoire des compagnies aériennes, mais ça peut être effectivement au début d'une grande aventure. Mais aujourd'hui, au point où on en est, on n'a aucune idée, évidemment. Néanmoins, certains États réagissent déjà face à la pression d'entreprises qui ont des projets d'exploration, notamment les États-Unis et le Luxembourg, qui ont élaboré leurs propres lois en la matière. Donc, on a le Space Act américain qui autorise depuis 2015 les sociétés américaines à extraire et à s'approprier des matières premières sur des planètes et des corps célestes, y compris la Lune. Et il a été suivi en 2017 par le Luxembourg. Alors là, on est un peu étonné quand on est béotien et on se dit, mais ce n'est pas logique, c'est complètement en contradiction avec le traité de l'espace, avec l'accord sur la Lune aussi, mais bon, il n'a pas été très ratifié, donc on peut à la rigueur le comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est complètement en contradiction avec l'article 2 du traité de l'espace, que je vais rappeler. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Donc, est-ce que ces États violent le droit international? Alors, avant de répondre à cette question, peut-être commencer par souligner le fait que, en dépit du fait que l'activité est lointaine ou hypothétique, il y a quand même un besoin de poser les bases d'un régime juridique pour ces activités qui soit applicable, opposable aux États et aux opérateurs. Parce que les opérateurs, ils ont besoin quand même d'un cadre juridique prévisible, d'une sécurité juridique en fait. Et notamment, ils ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils pourront s'approprier, quelque part, les ressources qu'ils extrairaient des corps célestes. Et donc, pour eux, c'est un préalable à tout, je dirais, à toute activité. Et un investisseur, s'il doit investir, doit aussi être certain que, ma foi, l'activité sera licite et que l'opérateur pourra légalement s'approprier les ressources. Donc c'est la raison pour laquelle les Américains, évidemment, ont dégainé les premiers, parce que les opérateurs pionniers sont américains. Et le gouvernement américain donc, a adopté cette loi, comme vous l'avez dit, en 2015, qui autorise ses ressortissants à conduire ce type d'activité dans l'espace. Luxembourg a embrayé assez rapidement. Le Luxembourg a une politique d'attractivité vis-à-vis de l'industrie spatiale qui est assez développée. Ils ont créé un fonds d'investissement également pour attirer
des entreprises, notamment entreprises américaines, donc qui concurrencent quelque part un peu les États-Unis sur ce marché. Après, la question que vous posez, fondamentale, qui est est-ce que cette activité ou ces lois, est-ce qu'elles sont conformes au traité? La réponse n'est malheureusement pas si évidente à apporter. Disons que ça a commencé par des think tanks américains, il y a quelques années, qui ont commencé à faire une distinction en disant, alors, ok, le traité de l'espace, il interdit l'appropriation des corps célestes, d'accord, mais ce qu'il n'interdit pas, en revanche, c'est le fait de s'approprier les ressources contenues dans le corps céleste. Donc ils font une distinction entre le corps céleste en tant que tel et les ressources qui y sont contenues. Et donc, leur point, c'était de dire, un opérateur qui se pose sur un astéroïde, il ne dira pas que l'astéroïde lui appartient. Il se posera, il a le droit de se poser sur un astéroïde, donc liberté d'utilisation de l'espace. En revanche, il s'appropriera les ressources qui y sont contenues. Et puis quand il repartira de l'astéroïde sera toujours non soumis à souveraineté ou à propriété. Donc c'était la distinction qu'il faisait pour contourner, je dirais, l'interdiction d'appropriation posée par le traité. Alors, la première réaction de la communauté spatiale, c'était évidemment de pousser des cris d'orfraie. Parce que tout le monde avait en tête ce principe, et personne, ou quasiment personne, n'était prêt à accepter finalement qu'on contourne l'interdiction de l'appropriation par cette distinction un peu artificielle. Oui, on a l'impression qu'on joue un peu sur les mots quand même. C'est le propre du juridique, j'ai envie de vous dire, pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, les Américains ont adopté cette loi, les Luxembourgeois ont embrayé, et puis l'organe dont je parlais au début des Nations Unies, le COPUOS, a également été saisi de la question avec un échange de points de vue qui a lieu chaque année entre États sur ce sujet. Et puis on se rend compte finalement que, bon an mal an, la communauté juridique, alors pas dans son intégralité, mais quelque part s'habitue à l'idée que l'appropriation des ressources puisse être considérée comme licite. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que la distinction qui a été faite n'est pas fondée et que le principe d'une appropriation s'applique tant au corps qu'aux ressources qui sont contenues. Mais le fait est qu'on constate que aujourd'hui, cette perspective d'avoir des lois nationales qui autorisent les opérateurs à s'approprier des ressources spatiales, alors divise la communauté, mais trouve des partisans. Peut-être que, très simplement, la communauté spatiale se dit que l'activité aura lieu. Dès lors que les Américains décident d'aller quelque part, décident d'aller sur un astéroïde ou sur la Lune pour en exploiter les ressources, il sera difficile de les empêcher de le faire, très concrètement. Et donc, plutôt que de batailler sur la licéité du principe, peut-être qu'il serait plus utile de s'atteler à définir un régime juridique qui permette à la fois l'exploitation, en même temps de sauvegarder les intérêts fondamentaux des États, la préservation de l'environnement des corps spatiaux concernés, ce genre de considérations en fait. Donc mettre un régime acceptable, soutenable, plutôt que camper sur une position de stricte interdiction. D'accord, donc en tout cas, cette controverse, la communauté spatiale est donc divisée et on comprend que le droit doit évoluer et que peut-être même il doit avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer, Jacques Arnaud. Oui, c'est en plus une belle occasion justement pour les juristes de montrer qu'ils sont capables d'être en avance sur leur temps et non pas en retard sur les découvertes des amis ingénieurs et scientifiques, ce qui est malheureusement un peu le cas. La question que je trouve intéressante derrière, c'est de se dire, et là je prends la casquette de ma mission CNES, c'est-à-dire pour quelles raisons exploiter ces ressources parce que si on est simplement, voilà, on les exploite, bon, et on trouve un régime, et je suis tout à fait d'accord avec Julien, il s'agit de trouver un régime convenable qui permette de tenir un peu tout, là, à la fois des grands principes et en même temps la réalité. Mais il reste quand même à se demander pourquoi on fait tout ça. Donc effectivement, si on a une exploitation de ressources spatiales dans le cadre d'une exploration spatiale, on va avoir un certain régime politique et éventuellement juridique qui mérite d'être interrogé. Si c'est pour tirer profit, alors profit pour qui ?
dans quelle situation, comment nous sommes aujourd'hui capables sur cette planète, avec ce que nous disions tout à l'heure, à la fois cette vision plus collectiviste, j'aime bien ce terme-là, dans la bouche de Julien, et puis par ailleurs quand même des intérêts personnels ou de société. Comment aujourd'hui gérer ça, sachant que tout de même nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous ne sommes plus dans un moment donné où on se pense que toutes les ressources sont illimitées, qu'on peut en faire n'importe quoi. Il y a quand même une prise de conscience par rapport à l'idée même de ressources et de durabilité des ressources qui méritent d'être aussi introduites, y compris dans le droit, y compris dans le droit spatial, y compris dans la gouvernance entre les États. Donc c'est une magnifique opportunité de s'interroger, pas au-delà du droit, mais à l'occasion de cette réflexion sur le droit, sur moi, ce que j'appelle l'éthique de ces choses-là, c'est-à-dire les raisons d'être et les raisons pour lesquelles demain nous continuerons à aller dans l'espace. Ça, c'est un immense chantier, j'en suis conscient. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien, nous allons continuer à patauger dans des discussions et rapidement quitter l'étape de négociation. Parce que les industriels vont se dire, au fond, je me moque bien de ce que pense le Copios, et puis nous trouverons bien des moyens de développer des... donc, il faut toujours se méfier de ce genre de choses. D'où l'importance de la réflexion juridique, si elle s'appuie en même temps sur, et ça semble être le cas, sur une interrogation politique et éthique. Alors, on a parlé du souci de ces entrepreneurs de rendre leurs activités licites. Alors, si on se projette peut-être dans quelques dizaines d'années, imaginons que voilà, on a quelques entreprises qui essaient d'exploiter certaines ressources, et puis il y a un litige qui éclate. Est-ce que on prévoit de créer pour ça un grand tribunal international de l'espace avec des enquêteurs de l'espace, une police de l'espace? Parce que s'il faut aller sur place constater le litige, qu'est-ce qu'on fait? C'est une très bonne question, effectivement. On risque de manquer de moyens techniques pour constater des infractions commises par un opérateur ou un État donné par rapport aux règles qui auront été développées. Ce qu'il faut noter, c'est que, par exemple, l'accord sur la Lune, dont on a parlé, mentionne le principe selon lequel les États et puis les opérateurs qui... exercent une activité d'exploitation, ou une activité quelconque d'ailleurs sur la Lune ou encore céleste, doivent permettre la visite de leurs installations par les représentants d'autres États. Et pour s'assurer justement que l'État en question ou l'opérateur en question se conforme à ses obligations. Mais en pratique, évidemment, tout ça risque d'être un peu virtuel. Parce que... alors, évidemment, il est difficile de savoir quelle sera la réalité dans 20, 30 ou 50 ans, mais on peut imaginer que l'exploitation des ressources spatiales sera l'apanage de quelques États parmi les plus fortunés, les États-Unis, le Luxembourg, qui est quand même un État relativement aisé, ou d'autres États de ce genre. Et donc, effectivement, alors les éventuels différends entre États, en tout cas, aujourd'hui, on a une juridiction qui est compétente pour traiter des différends entre États, qui s'appelle la Cour internationale de justice, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, et qui, d'après la Charte des Nations Unies, a compétence pour trancher les différends entre États. Donc si jamais demain il y a un tel différend, a priori, la CIJ, comme on l'appelle, sera tout à fait compétente pour en traiter. Le problème du droit international, c'est toujours le même, c'est, je dirais, la sanction associée à une violation du droit international par un État. On n'est pas sur un système de droit interne avec des sanctions qui peuvent être imposées par un juge en particulier. On est davantage dans des considérations diplomatiques et il est difficile de sanctionner très concrètement les États. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7.
commencing countdown engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing left to do. Though I've flown 100,000 miles, I'm feeling very still. And before too long, I know it's time to go. Our commander comes down back to earth and knows. Ground control to Major Tom, the time is near. There's not too long. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating in my tin can? Alas, de David Bowie, mais repris ici par l'astronaute canadien Chris Hadfield dans la Station Spatiale Internationale en 2013. Alors sur le clip associé, on le voit flotter dans les différentes pièces de la Station Spatiale Internationale. Je vous le conseille, c'est assez amusant. Alors revenons à nos questions de droit de l'espace. On parlait tout à l'heure de négociations internationales. Justement, depuis 2015, un groupe de réflexion internationale a été établi sous l'impulsion des Pays-Bas pour réfléchir à faire évoluer le droit de l'espace. Le CNES en fait partie. Alors, d'abord, quels en sont les autres acteurs et puis, qui fait-on ? Que discute-t-on ? Alors, ce groupe de travail, en fait, comme vous l'avez dit, il a été monté il y a 3 ou 4 ans, sous l'impulsion du gouvernement néerlandais. Et son mandat, en fait, était d'élaborer une sorte de squelette, de canevas, de ce à quoi pourrait ressembler un futur régime international pour l'exploitation des ressources spatiales. Il faut savoir que les Pays-Bas sont partis à l'accord sur la Lune, donc ils ont un intérêt légitime à s'occuper de ces questions. Je dirais que le mérite de la démarche néerlandaise, ça a été de constituer un groupe de travail assez œcuménique. C'est-à-dire qu'on trouve autour de la table tous les acteurs potentiellement concernés par la question. Vous avez des représentants d'État, vous avez des agences spatiales, dont le CNES, vous avez également des industriels, notamment les industriels américains dont on parlait au début, Deep Space Industries, vous avez des universitaires et des scientifiques. Donc c'est vraiment un groupe de travail qui dispose, je dirais, de toutes les compétences et de tous les points de vue nécessaires pour réfléchir et élaborer un régime juridique équilibré, qui prend en compte, je dirais, les intérêts légitimes
de toutes les parties prenantes, État, opérateurs. Donc ce groupe, en fait, il fonctionne par réunion bisannuelle. Donc 2 fois par an, nous nous réunissons aux Pays-Bas. Et puis on travaille en fait sur ce qu'on a appelé des building blocks. Alors j'ai pas de terme en français qui me vient à l'esprit. C'est on va dire des principes directeurs. Et donc ça aboutit à la fin 2018 à la diffusion de ces building blocks, de ces principes directeurs. Et donc on a un régime juridique proposé pour régir l'activité d'exploitation des ressources spatiales. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce groupe n'a pas été mandaté du tout par l'ONU. C'est une initiative unilatérale des Pays-Bas qui n'est pas du tout à ce stade endossée ou soutenue par les Nations Unies. Alors, nous pensons, côté français, que cette initiative est intéressante et qu'elle a produit des résultats tout à fait pertinents et que finalement, ces principes directeurs que j'ai évoqués pourraient constituer une très bonne base pour éventuellement élaborer un instrument international dans le cadre de l'ONU. Mais évidemment, cela suppose de trouver un consensus en ce sens au sein de l'ONU, ce qui n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des positions antagonistes sur la question entre les différents États. Les États-Unis, la Russie, par exemple, ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde s'agissant de la question. Et donc, malheureusement, on estime que, on peut estimer en tout cas, qu'on aura du mal dans les années à venir à trouver un consensus entre les États sur toutes les problématiques en fait qui sont soulevées par la question de l'exploitation des ressources spatiales. Et c'est le problème de l'ONU finalement, c'est qu'ils travaillent par consensus et que donc ça suppose d'avoir l'accord de 90 États ou 100 États actuellement, et donc c'est évidemment très difficile. Et très long, j'imagine. Et potentiellement très long. Et vous parliez de principes directeurs que vous avez émis. Justement, quels sont-ils? Quel régime on peut imaginer pour l'exploitation des ressources spatiales? Évidemment, la question fondamentale, c'est la question de l'appropriation, en tout cas de la propriété des ressources. Et clairement, le groupe de travail est parti du principe que cette appropriation devait avoir lieu si vous voulez que l'activité ait lieu. Parce que pour que les opérateurs investissent les sommes considérables qui sont requises pour mener l'activité, encore faut-il qu'ils puissent avoir la certitude juridique de pouvoir disposer de la ressource. Donc on part du principe que les opérateurs ou États éventuellement qui se lanceront dans l'activité pourront être titulaires de droits sur les ressources. Une des questions fondamentales qui s'est posée, et qui est prévue d'ailleurs par l'accord sur la Lune, c'est la question du partage des avantages tirés de l'exploitation des ressources spatiales. Et les États, ce qu'on appelle les États en développement, même si le terme est un peu péjoratif, insistent beaucoup sur le fait que les avantages qui sont tirés donc de l'exploitation spatiale devraient bénéficier à tous, notamment aux pays en développement. Oui, parce que ce sont les grands lésés dans cette histoire quand même. Ce ne sont pas des puissances spatiales, a priori ils n'ont pas les moyens d'aller exploiter les ressources. Tout à fait. Le problème, c'est que quand vous dites à un industriel américain ou autre qu'il devra partager éventuellement les bénéfices financiers qui résulteront de son activité, il monte sur la table et il dit stop, on arrête tout, cela n'arrivera pas. Donc il faut imaginer en fait d'autres formes d'avantages ou de bénéfices qui pourront être partagés avec les autres États. Alors on pense à du transfert de technologie, on pense à de la formation de personnel, des partenariats ou des coopérations, ce genre d'initiative. Mais le partage, je dirais, de bénéfices financiers, en revanche, est une perspective qui est relativement combattue par les industriels, pour parler clairement. Et vous, Jacques Arnoux, vous faites de l'éthique au CNES et vous êtes un peu un observateur extérieur de tous ces processus?
Alors en l'occurrence, je suis observateur dans ce groupe dont vient parler Julien, et c'est vrai que observer des juristes, enfin au-delà, il n'y a pas que des juristes comme tu nous l'as expliqué, est un exercice extrêmement intéressant, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, en perspective l'idée d'éviter de mettre la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que souvent, pour nous rassurer, nous avons cette tendance à vouloir mettre des règles, des règlements, des codes partout, ce qui est très bien. Et malheureusement, d'où ma remarque précédente, malheureusement, nous prenons moins de temps pour nous interroger sur le sens même des activités que nous faisons ou que nous prévoyons. Et pour ça, je crois qu'il est vraiment nécessaire d'accompagner, hein, c'est pas du tout, ça ne doit pas remplacer, mais d'accompagner tout cet effort dont Julien vient de nous parler, qui est un réel effort. Enfin, moi, je les vois travailler, et c'est pas simple parce que les enjeux sont divers, les personnes viennent d'horizons très différents, et pour autant, ils arrivent à se mettre d'accord sur des points de consensus, enfin, dans ce groupe pour avancer. Mais il faudrait aussi que, par ailleurs, nous nous interrogions sur encore et encore et encore sur ce que j'appelais tout à l'heure ces raisons d'être. C'est-à-dire, pourquoi continuons-nous, pourquoi demain continuerons-nous à aller dans l'espace, pourquoi explorer l'espace, pourquoi... Parce qu'une fois encore, on parle d'exploitation, mais nous l'avons précisé, il y a une exploitation qui est aussi mise au service de l'exploration. C'est pas seulement des retours financiers. Et même cela, je crois que vraiment qu'il y a... Là, on n'est pas loin de la Terre, hein, quand je le disais tout à l'heure. On est très proche aujourd'hui de ce que nous devons aussi nous interroger quand on parle de gestion des ressources naturelles, y compris terrestres. Est-ce que nous pouvons continuer très longtemps à à exploiter nos ressources sur Terre avec uniquement un désir de profit économique? Nous savons bien que, de toute façon, à terme, c'est fini. Donc les questions qui sont aujourd'hui posées telles que Julien les pose, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut monter sur la table en disant non, je ne veux absolument pas en gagner encore plus d'argent. Certes, nous pouvons continuer à marcher comme ça, mais ça ne durera pas beaucoup, et l'industrie elle sera peut-être même la première à disparaître. Donc je trouve que c'est des questions qui sont très intéressantes parce que, une fois encore, l'espace peut nous servir de miroir à nos activités humaines. On voit bien dans le domaine de la science-fiction, toutes ces œuvres de science-fiction qui, depuis des décennies, alimentent notre imaginaire, et dans l'espace, on pense à un tas de trucs. Mais en fait, nous pensons à nous-mêmes, nous pensons à notre propre manière d'être humain. Et l'espace peut continuer à faire ça. À nous poser des questions de manière un petit peu extra-atmosphérique, on parlait, c'est l'espace extra-atmosphérique, et pour autant qui nous rejoint dans nos soucis les plus quotidiens. C'est pour ça que l'éthique peut avoir une place dans la communauté spatiale. Bon, parce que je crois que, enfin, pour l'instant, depuis presque 20 ans, on m'a toujours pas mis à la porte, où j'arrive avec mes petites questions. Mais au fond, pourquoi on fait ça? Et en même temps, je suis persuadé que non seulement les questions que nous nous posons, mais la manière dont nous essayons de nous les poser peut aussi servir à d'autres sur Terre immédiatement, aux terrestres que nous restons. Mais est-ce que vous pensez que ces questions du pourquoi on le fait, pourquoi on y va, est-ce que vous pensez que les acteurs du spatial se les posent pas assez? Ils se les posent parce que ce sont des gens suffisamment intelligents et raisonnables, mais il faut leur donner aussi l'occasion de se les poser. Parce que quand vous êtes en train de monter un programme scientifique, un programme technique, et c'est pas simple, les systèmes spatiaux sont souvent parmi les plus complexes qu'on ait jamais imaginés, aussi bien en termes de montage technique, pensez à la Station spatiale internationale, en termes de programme aussi à gérer dans le temps. Il y a quelques années, tout le monde parlait de Philae et de Rosetta. C'était une mission qui avait été... quand la sonde est arrivée près de la comète, il y avait 10 ans qu'elle voyageait, mais le programme avait commencé encore 10 ans avant le lancement. Donc c'est un programme qui a duré presque 25 ans. Ça se gère, un programme de 25 ans. Sur une destination, vous imaginez, c'est un truc. À la fin, c'est un tout petit objet, mais c'est 25 ans de travail, donc des équipes. Donc tout ça, c'est... par moment, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais tout ça? C'est comme poser la question à un explorateur. Il y a des moments où il se demande pourquoi il est embarqué dans un truc pas possible. Donc il y a besoin de se ressourcer, de se dire, mais pour quelle raison je le fais moi? Pour quelle raison un État comme la France le fait? Quand on a une loi, on a une loi des opérations spatiales françaises, donc une application, enfin le terme exact, je ne sais plus comment, pas une application, enfin une autorisation. Une mise en, c'est une francisation du droit du traité de l'espace. Enfin, il y a un terme technique, mais ça, je suis pas un technique. Bon, c'est bien d'avoir une loi, mais pourquoi aujourd'hui un État comme la France a un programme spatial, a une agence spatiale, un budget spatial?
faut pas se poser ça tous les matins, mais se reposer ces questions-là, c'est passionnant de fait, parce que on ne se pose pas, comme je disais tout à l'heure, on se la pose avec tout un arrière-fond historique, tout un arrière-fond culturel, et ça, très honnêtement, je pense que vous le faites ici à l'occasion, ça vaut aussi la peine de faire dans d'autres domaines. Une posture par réflexive, exemple, comme ça, mais une politique de santé doit nécessairement s'appuyer sur une certaine réflexion et une capacité à réfléchir en société sur ce que nous entendons même par santé collective. Bon. Et nous voyons bien que nous ne prenons pas nécessairement le temps de le faire. C'est un constat. Moi, le premier, je ne le fais pas. Mais bon, dans l'espace, c'est ce que nous essayons, en tout cas collectivement. Et progressivement, c'est une question... Enfin, moi, je le vois sur mes petits indicateurs personnels. Ce qui, au départ, était quelque chose de très original est devenu aujourd'hui quelque chose d'un peu plus reconnu dans des instances. Le Copios a un peu oublié, mais d'autres instances internationales le font, et c'est tant mieux. Une dernière question peut-être, est-ce que vous vous intéressez à la science-fiction, puisqu'il faut envisager aussi tous les futurs possibles? Est-ce que les scénarios de la science-fiction vous inspirent? Très vite. Très vite, j'ai un rayon science-fiction dans mon bureau au CNES. Je pense, je sais pas si c'est autorisé, en tout cas j'ai pris l'autorisation. Julien aussi peut-être, j'en sais rien, j'ai pas été regardé. Mais si vous rentrez dans les bureaux au CNES, vous avez toujours des références à ce qui peut arriver demain. Il y a toujours des posters, je sais pas quoi, des maquettes, des personnages un peu. C'est le lieu où il faut imaginer ce qui arrive dedans. Donc on se projette dans un avenir. Nous sommes des outrepasseurs. Voilà. On doit outrepasser l'espace immédiat et le temps immédiat. Et là, les techniques spatiales nous autorisent à rêver un peu. Donc il faut absolument rêver. C'est comme ça qu'on créera l'espace de demain. Merci beaucoup Jacques Arnoux, Julien Mariez d'avoir été avec nous ce matin. On retrouvera bien sûr toutes vos références sur le site de Recherche en cours. Et on va passer à la revue de presse. Alexandra, vous avez scanné pour nous l'actu scientifique et vous nous avez ramené quelques pépites. Oui, l'actu scientifique et médiatique, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler aussi de la Journée internationale des droits des femmes, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas la journée de la femme, mais bien la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et puisqu'on est dans Recherche en cours, je vous propose qu'on s'interroge quelques secondes sur la place des femmes dans la science. Parce qu'aujourd'hui encore, les femmes demeurent sous-représentées dans le monde des sciences et des techniques. Selon l'Observatoire des inégalités, les femmes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur en tant qu'étudiantes, mais demeurent très minoritaires dans les formations scientifiques et technologiques. À l'université, elles représentent moins de 40% des effectifs dans les formations scientifiques. Et ce déséquilibre s'accentue à mesure que l'on monte dans la hiérarchie sociale de la recherche, si bien qu'à ce jour, les femmes n'ont pas remporté plus de 5% des prix Nobel et sont encore souvent victimes de l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est le déni ou la minimisation récurrente de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à des collègues masculins. Alors cette journée de sensibilisation et de mobilisation est donc l'occasion de rappeler la nécessité de lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans le monde des sciences aussi. Deuxième sujet qui n'a pas grand-chose à voir, c'est la disparition des insectes. Grâce à un article publié dans The Conversation qui s'appelle « Qu'est-ce qui tue les insectes ?», un article écrit par Philippe Grandcola, systématicien et directeur de recherche au CNRS. Alors pour lui, le constat est accablant et quasi unanime, là je le cite. Il y a effectivement une baisse drastique des populations d'insectes. Les causes de ce grand déclin sont clairement identifiées pour lui, il y en a 4. Premièrement, la conversion des milieux naturels due aux pratiques agricoles et à l'urbanisation, qui entraîne une perte de diversité des paysages et notamment la disparition des milieux humides qui sont normalement riches en biodiversité. Deuxièmement, les polluants. Il s'agit notamment des fertilisants et des pesticides et le chercheur précise d'ailleurs que la plupart des pesticides sont en fait des insecticides. La troisième cause, ce sont les facteurs biologiques comme l'introduction de pathogènes et d'espèces envahissantes et enfin le quatrième, c'est le changement climatique. Alors Philippe Grandcola insiste sur le fait que les humains sont à l'origine de nombre de ces perturbations et qu'eux-mêmes n'échapperont pas aux effets néfastes de ces pollutions sur leur santé et sur leur confort. Et on va finir ce matin sur une note légère et onctueuse avec un article publié sur le blog de Mathieu Avancy qui est linguiste et maître de conférence à la Sorbonne. Le chercheur nous parle des quelques études sur l'usage des mots yaourt et yogourt. Alors je ne sais pas ce que vous dites vous, mais il est fort probable que en France vous dites... Un petit sondage autour de la table. Yaourt personnellement. Yaourt. Oui. Yaourt est ultra majoritaire. Oui, donc c'est exactement ce qui ressort de ces études parce que yaourt et yogourt, vous le savez, ce sont deux mots qui désignent le même produit
lactée. Et en fait, vous apprendrez que quasiment plus personne ne dit yogourt, sauf les Suisses. Il se trouve qu'en France, le mot yaourt a définitivement supplanté le mot yogourt, qui n'est quasiment plus utilisé. Le yogourt vivote encore de manière très minoritaire en Belgique et au Maghreb, mais les Suisses utiliseraient autant les deux mots. La question qui vous brûle donc les lèvres est « Pourquoi les Suisses parlent-ils de yogourt et pas nous ?» Alors dans un précédent épisode, le linguiste avait supposé que le maintien de la forme yogourt en Suisse s'expliquait par l'affichage multilingue sur les produits de supermarché, puisque les équivalents en allemand et en italien ressemblent fort au mot yogourt, mais l'affichage est également multilingue en Belgique, où le néerlandais utilise le mot yogourt, sauf que cette forme ne s'est pas vraiment maintenue chez les francophones, donc on ne sait pas vraiment, ce qui explique la vitalité du yogourt en Suisse, et je vous laisse sur ce grand mystère. Merci Alexandra, j'essaie de trouver un point commun entre vos trois actus, mais c'est pas facile, si ce n'est un plaidoirie vibrant pour les femmes en sciences, les insectes et le mot yogourt. On retrouvera bien sûr les références de votre revue de presse sur le site de Recherche en cours. Merci encore à Julien Mariez et Jacques Arnoux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Thibaut Paoli et Auguste Robin à la réalisation ce matin. Prochain Recherche en cours, ce sera le 22 mars. Merci à vous de nous avoir suivis et tout de suite, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasil Alto Astral.